Beginning the next session. The next session's beginning now. Donc, nous allons commencer notre prochaine séance qui est liée à la gestion des symptômes. Donc, la prochaine séance est liée à la gestion de la sclérodermie. Je m'appelle Maria João, je travaille au Portugal, je suis rhumatologue et c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir participer au programme pour les patients. Dans le cadre de cette maladie qui est si compliquée pour vous en tant que patient, mais également pour nous en tant que médecins, parce que nous voulons avoir quelque chose de positif à vous offrir. Mais il y a des avancées, les choses s'améliorent et je pense qu'à l'avenir, il y aura de nouveaux développements dans le cadre de la sclérodermie. Donc, Nina vient de la Suisse et nous allons donc entendre Madame Linda Quackenbos qui travaille aux Pays-Bas et à l'Université McGill du Canada où elle dirige le centre de malades sclérodermiques et elle a un projet de doctorat qui est centré, qui cible la qualité de la vie chez les patients de sclérodermie. Elle va nous parler de comment faire face aux défis quotidiens de la sclérodermie. Merci pour cette présentation. Je m'appelle Linda Quackenbos. Je suis issue des Pays-Bas, mais je travaille à Montréal depuis beaucoup d'années. Je vais vous parler également de tout ce que nous faisons en ce moment qui peuvent nous aider à mieux gérer la sclérodermie dans vos tâches quotidiennes. Cette diapo nous parle des défis de comment vivre avec une maladie qui est rare. Je ne vais pas vous dire quels sont les défis parce que vous les connaissez bien mieux que moi. J'ai mis ici quelques points, donc quelques-uns de ces défis, la fatigue, la dépression, altération, modification au niveau de l'allure, la dépression, parmi beaucoup d'autres. Parfois, il est difficile de faire face à ces défis dans notre quotidien et les soins centrés sur... Je suis désolée de vous interrompre, mais est-ce que vous pouvez parler un peu plus lentement pour que l'interprétariat puisse avoir lieu de façon plus correcte? Alors, nous avons des médicaments qui peuvent aider les patients, par exemple pour les problèmes gastro-intestinaux, mais il y a également les soins non médicamenteux. Il s'agit d'interventions qui sont données par des psychologues, psychothérapeutes qui vous aident à faire face à ces enjeux de la vie quotidienne. Mais si nous analysons les orientations de EULAR, les orientations plus récentes pour le traitement de la sclérodermie nous dit que les spécialistes ne doivent pas faire de recommandations pour ou contre ces interventions non médicamenteuses. Ceci parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherche dans ce domaine. Et si on a de la recherche, il est difficile d'avoir le nombre suffisant de personnes pour pouvoir émettre des recommandations quant à l'efficacité de ces traitements. Donc, il s'agit d'une lacune qu'il faut combler et que notre réseau SPIN essaye d'analyser. Cette organisation qui a plus de 60 personnes qui souffrent de sclérodermie, des organisations de malades et des chercheurs de 8 pays pour essayer de combler cette lacune sur les programmes de soutien et les interventions non médicamenteuses. Vous avez ceci en anglais, mais nous essayons de le traduire dans d'autres langues pour que vous puissiez avoir accès à d'autres informations.
Nous essayons donc de créer des kits d'outils ou des programmes en ligne pour pouvoir obtenir des informations en ligne sur la sclérodermie et les problèmes auxquels vous pouvez faire face pendant votre quotidien. Et ensuite, des techniques qui vous aideront à faire une gestion de la maladie. Il y a différents types d'informations. Vous pourrez avoir des informations plus appropriées que vous ressentez dans votre vie quotidienne. Nous le faisons en ligne pour une raison. Si on le faisait dans un centre, dans le monde entier, il y aurait beaucoup de malades qui n'y auraient pas accès. Si on le met en ligne, nous arriverons à cibler bien plus de personnes. On peut avoir des organisations de malades, comme je vous l'ai déjà montré. Qu'est-ce que ce kit d'outils comprend? Il y a un module de relaxation pour que le malade puisse faire face au stress, aux émotions, et il y a une partie qui nous montre que cela peut soulager la douleur et le stress. Nous nous centrons également sur la pensée qui influence la façon comment nous réagissons à une certaine situation. Par exemple, il est difficile d'aller travailler tous les jours. Peut-être que à ce moment-là, nous sommes en train de penser à faire un arrêt travail et on pense parfois, bon, je ne suis pas utile. Et ces pensées ont un grand impact et ont des conséquences. Les questions que vous devez vous poser pour lutter contre ce genre de pensées sont les suivantes. Si mon meilleur ami pensait ainsi, qu'est-ce que je lui dirais? Si mon meilleur ami savait que j'avais eu cette pensée, qu'est-ce qu'il me dirait? Est-ce qu'il y a des éléments dans cette situation que je n'arrive pas à voir, ou est-ce que je me précipite dans mes conclusions en disant ceci? Je n'arrive même pas si je dis je n'arrive pas à subvenir aux besoins de ma famille, mon ami me dirait probablement non, toi tu as de la valeur, il faut te mettre toi-même en valeur parce que tu arrives à subvenir aux besoins de ta famille. Et parce que nous tous, nous réagissons de manière différente à cette situation. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais il y a d'autres outils, d'autres ressources que vous pourrez utiliser. Notre réseau se centre également sur le comportement pour mieux faire face aux symptômes. J'ai repris ici un autre exemple où il faut faire face à la douleur et à la fatigue. Nous l'appelons le cycle boom and bust. Cela peut vous paraître familial. Symptoms will ease your pain. Cela peut vous paraître familier, mais vous sentez une certaine frustration, ensuite les symptômes vont être soulagés, la douleur a été réduite, elle diminue, et vous sentez que vous êtes plein d'énergie et qu'il faut compenser tout cela pendant le temps où vous reposiez, et là vous devenez trop actif. Et donc le pas suivant, la conséquence, ce sera la fatigue et la douleur en raison de cet excès d'activité. L'une des techniques que vous pourrez apprendre avec notre kit, c'est le contrôle, ce que nous désignons de contrôle de l'activité. Ceci nous permet d'équilibrer l'activité et le repos. J'ai mis ici cette image parce que nous essayons de ne pas complètement épuiser la batterie avec cette technique. Nous essayons de la recharger un peu après une certaine activité. Après avoir fait quelque chose, nous essayons de recharger nos batteries pour ne pas entrer dans ce cycle dont je vous ai parlé auparavant. Voilà quelques éléments de base et une fois de plus, je pourrais vous donner d'autres ressources que vous pourrez utiliser. Il faut d'abord savoir quelle est l'activité que nous sommes en mesure de réaliser avant d'augmenter le niveau de douleur ou de fatigue. C'est un niveau où
n'arrive plus à faire nos tâches quotidiennes. Le deuxième pas est d'avoir une planification, d'avoir un horaire, d'avoir un emploi du temps où on a le temps de repos et le temps des activités pour ensuite pouvoir poursuivre avec la tâche suivante. Il est important que vous suiviez cet emploi du temps, ce plan. Vous savez que vous pouvez vous reposer pendant 15 minutes. Donc, si vous savez que vous pouvez seulement avoir une activité de 15 minutes, il faut que vous vous arrêtiez après les 15 minutes, que vous vous reposiez ensuite, que vous continuez ensuite votre activité. Pour que vous n'ayez pas trop de douleur ou trop de fatigue. C'est ce genre de trucs, d'indications que nous avons dans notre kit. Il faut contrôler la façon comment vous pensez, comment vous réagissez par rapport à la sclérodermie. Il y a plusieurs ressources, mais la première est d'avoir du support, du soutien. J'espère qu'ici vous ayez le soutien les uns des autres, de la famille, des amis. Ils peuvent tous vous aider avec vos défis quotidiens. Vanessa vous parlera des groupes de soutien et de comment ils pourront vous aider. Ensuite, il y a certaines ressources en ligne auxquelles vous pourrez avoir accès. Ils ne sont pas spécifiques de la sclérodermie, mais des maladies chroniques en général. La première ressource s'appelle Manuel pour faire face de manière positive aux problèmes de santé, qui vous indique plusieurs techniques à mettre en œuvre pour faire face aux symptômes des maladies. Le centre de sclérodermie John Hopkins a plusieurs ressources en ligne. Il y a plusieurs documents sur la création d'un emploi du temps et de comment les respecter, mais également comment faire face aux modifications, aux altérations de notre allure, de notre visage. Nous travaillons également pour lancer ces outils, et si vous avez des doutes, n'hésitez pas, envoyez-nous un courriel à SPIN et nous essayerons de vous répondre. Il y a également le site web spinsclero.com, mais vous pouvez également me joindre après cette séance, parce que nous serons ici et auprès de nos posters tout au long de cette conférence. Merci de votre attention. Et je répondrai évidemment à vos questions s'il y en a. Thank you, Professor Kavakianos. I think we may make the questions in the... Merci beaucoup. À la fin, nous aurons une période de questions. Merci pour les conseils que vous nous en avez donnés, à nous également, médecins. L'intervention suivante sera à la charge de Vanessa Delille, qui étudie la psychologie au Canada, à Montréal, et qui va nous parler sur les groupes de soutien comme en tant qu'une aide. Merci pour la présentation. Pour les personnes qui vivent avec la sclérodermie, ça peut être très difficile en termes de vécu. Beaucoup de malades rejoignent des groupes de soutien qui peuvent les aider à faire face aux symptômes de cette maladie. C'est quoi un groupe de soutien? Normalement, le groupe de soutien, c'est un ensemble de personnes qui partagent des expériences communes, et les activités de ces groupes impliquent une composante d'information et de donner, recevoir un soutien pratique et émotionnel. Le soutien peut être de différentes formes, online, personnellement, l'aide de professionnels comme des psychologues, les travailleurs, les personnes qui travaillent dans le domaine social, ou d'autres malades également. Il peut y avoir une structure formelle avec des thèmes de discussion, mais il peut ne pas y avoir cette structure. Les groupes d'appui
d'appui, de soutien il en existe en Europe et aux États-Unis et en Amérique, et il rassemble différents types de malades. Notre mission, on travaille avec la Fondation de la sclérodermie des États-Unis et du Canada, et nous essayons d'aider à développer une infrastructure avec des programmes d'appui pour les leaders de ces groupes, en augmentant l'accessibilité et l'efficacité du soutien qui est donné. Ainsi, il a fallu comprendre pourquoi les personnes souffrant de sclérodermie participent à ces groupes d'appui ou pas, et certains défis auxquels ce genre de groupe fait face. Ainsi, nous avons décidé de réaliser des enquêtes à des membres de groupes de soutien avec la fondation de la sclérodermie. On demandait aux malades qu'ils répondent à un questionnaire de 10 à 15 minutes environ, et nous avons fait plusieurs questionnaires destinés à des malades, mais également à d'autres personnes qui pouvaient être un bon soutien. Et les deux premiers questionnaires qui ont été faits à des malades de sclérodermie qui ne participaient pas à des groupes, et un autre qui participait à des groupes. Ce questionnaire, le premier, donc on a eu 171 réponses, donc des malades qui participaient à des groupes. Et donc on voulait savoir pourquoi ils rejoignaient ces groupes d'appui, de soutien, et pourquoi ils y participaient, ils continuent à participer. Nous avons ici les 5 principales raisons pour la participation à ces groupes de soutien et la fréquence de la participation. Comme vous pouvez le voir, les réponses sont du genre savoir que je ne suis pas seule, apprendre plus sur la maladie, en savoir plus sur les médicaments utilisés, les traitements et les effets secondaires, ainsi que en savoir plus sur la recherche qui est en train d'être développée. Ici, nous voyons d'autres bénéfices. Donc nous avons évalué 30 de ces bénéfices. Ici vous pouvez voir les 5 premiers. Le premier nous dit que c'est de passer du temps avec les gens qui comprennent ce que cela veut dire de vivre avec la sclérodermie, apprendre également plusieurs choses importantes au niveau de la nutrition et de la préparation des aliments, comprendre également comment les autres personnes touchés par la sclérodermie font face à tous les problèmes, faire des activités différentes et apprendre comment faire face, comment faire avec notre famille, les amis également, comment procéder. Et au niveau social, en termes de facteurs organisationnels, c'est peut-être un peu intéressant pour certains d'entre vous qui peuvent penser à cette création de groupes d'appui, de soutien. Les premiers mentionnent, l'article le plus mentionné, c'est que il y a des opportunités très positives pour que les membres puissent parler ouvertement de leurs inquiétudes. Les participants nous disent qu'ils ne veulent pas seulement connaître des personnes souffrant de sclérodermie, mais que leurs compagnons, les autres personnes, participent à ces groupes. Un autre facteur important, c'est la question que le responsable du groupe ait une certaine formation à ce niveau-là pour qu'il puisse répondre aux questions, mais également la localisation des réunions comme un centre communautaire, mais ils ne veulent pas avoir de réunions dans une église ou dans des domiciles particuliers. Ici, nous avons le deuxième questionnaire pour les personnes qui ne participent pas à des groupes de soutien, même si ils avaient de la sclérodermie. L'objectif de cette enquête était de comprendre les facteurs qui influençaient les personnes à ne pas participer. Et on a eu 242 participants. En premier lieu, on a donc les principales raisons. La première, c'est que elles avaient déjà assez de soutien au niveau familial et des amis. Et la deuxième réponse, la plus
voté, c'est qu'ils ne connaissaient pas de groupe dans la zone où ils vivaient. Troisième, l'horaire des réunions n'était pas compatible avec notre horaire. Et quatrième lieu, le lieu des réunions était loin et n'était pas convenable. Et dernière réponse, qu'il n'était pas confortable. Autre réponse également, des personnes qui disaient qu'elles n'en sauraient pas plus sur la sclérodermie que ce qu'elles savaient déjà, que les groupes d'appui étaient trop négatifs, je n'en sais pas assez sur ce qui se passe dans les groupes de soutien, je pense que le groupe passe trop de temps à discuter d'autres thèmes autres que la sclérodermie, et dernière réponse qu'ils ne considèrent pas important. Et on peut dire que dans le premier questionnaire, les conclusions montrent que les personnes veulent participer à des groupes de soutien parce que c'est important au niveau émotionnel et pratique, et ils ont un sentiment d'appartenance à une communauté. D'autre part, un autre questionnaire, ceux qui ne vont pas au groupe, qui ne participent pas à des groupes d'appui, de soutien, ils disent qu'ils ont assez de soutien et que ce n'est pas facile d'avoir accès à ces groupes, et parce qu'ils sont gênés de voir d'autres personnes touchés par atteint de sclérodermie. Donc c'est intéressant de vérifier quelles sont les raisons que les personnes présentent pour ne pas se rendre à un groupe de soutien, et c'est contradictoire avec les raisons des personnes qui vont au groupe de soutien. Dire qu'ils ont déjà assez de soutien, c'est contraire à ce que nous disent les personnes qui participent au groupe de soutien, et qui nous disent qu'il représente un facteur assez significatif au niveau émotionnel et pratique et d'appartenance à la communauté. D'autre part, il y a différents besoins, nécessités qui ne sont pas satisfaits uniquement par le soutien de la famille et des amis. Il est très important, c'est très important au niveau des symptômes de comprendre qu'il y a d'autres personnes qui souffrent du même problème, et quels sont les prochains pas. Je suis très contente d'être ici parce que nous sommes en train de lancer ces questionnaires en Europe. On a eu des résultats fantastiques aux États-Unis et au Canada, et on aimerait également savoir quelle est l'expérience des personnes au niveau européen. Et donc on a fait la traduction en anglais, français, allemand, hollandais, italien, portugais et espagnol. Et cette enquête est prête à être appliquée. Si vous voulez participer, partager vos expériences et les différentes perspectives par rapport au groupe de soutien, vous pouvez m'envoyer un mail. Cela peut être utilisé pour aider les leaders des groupes à améliorer l'accessibilité et l'efficacité en général des groupes de soutien qui peuvent être créés à l'avenir. Je vous remercie de votre attention, et je remercie également aux co-auteurs de ce projet. C'est un grand plaisir de travailler dans ce domaine. Merci. Thank you also for your interesting presentation. Merci pour cette cette présentation si intéressante, et pour tous ces contacts. Maintenant, nous avons le docteur Jason Lee, rhumatologue, qui travaille à l'Université d'Ontario, au Canada. Il travaille avec le docteur Janet Pope, et son doctorat porte sur la sclérodermie. Il nous parlera des symptômes douloureux qui ne peuvent pas être mesurés. Merci de cet accueil, et je voudrais remercier le docteur Janet Pope parce qu'elle a partagé ses diapos pour que je puisse les partager avec vous. Je voudrais d'abord vous dire que cette salle est chaude, et les salles des séances scientifiques sont vraiment très très froides, et donc c'est très agréable de pouvoir être ici. Je vais vous parler des symptômes qui sont très douloureux pour vous, mais qui ne peuvent pas être mesurés dans la pratique clinique. Et certains d'entre vous peuvent penser, mais je ne savais même pas que les symptômes pouvaient être mesurés. Nous allons donc analyser tout ceci.
Je vais vous parler d'abord de tout ce que votre équipe de santé fait et mesure lorsqu'elle travaille avec vous et ce que cela veut dire pour vos soins et comment est-ce que vous pouvez contrôler la gestion de ces symptômes que l'équipe de professionnels n'arrive pas à mesurer. Et ensuite, nous verrons certaines stratégies pour optimiser ces symptômes pour qu'ils ne soient pas aussi inconfortables. Tout le monde ici sait que la sclérodermie a beaucoup de symptômes, pas seulement ceux dont que votre équipe mesure avec des tests de fonction respiratoire ou d'autres. La sclérodermie est une maladie multisystémique. Elle va atteindre différents organes. Le groupe le connaît comme la maladie à 1000 visages, mais la sclérodermie a une grande variété et beaucoup de personnes la ressentent d'une manière différente, qui est différente également de celle qu'une autre personne quelconque va ressentir. Donc, il faut que vous sachiez en quoi consiste votre maladie pour que vous sachiez ce que votre maladie a de spécial et ce que vous pouvez faire pour mieux faire face à votre maladie. Ce que les médecins pensent sont des choses qui peuvent être mesurées et cela veut dire qu'ils peuvent faire quelque chose par rapport à ce qu'ils mesurent. Par exemple, l'épaisseur de la peau, ils peuvent le traiter par le biais de médicaments. La maladie de Raynaud, on peut mesurer la fréquence et la gravité pour pouvoir modifier les médicaments afin de diminuer la fréquence ou la gravité de la maladie. Il s'agit d'une liste de ce que le professionnel de santé peut mesurer. Nous savons que les ulcères digitaux peuvent être mesurés, le nombre, la gravité, l'hypertension pulmonaire. Probablement, vous avez déjà fait des tests de fonction respiratoire ou un échocardiogramme pour mesurer la pression du sang dans les poumons. Certains d'entre vous ont probablement eu déjà des crises néphrologiques et peut-être que vous mesurez votre tension chez vous, mais vos médecins mesurent votre tension pour s'assurer que vos reins sont en bonne santé. Les médecins vérifient également s'il y a une inflammation des articulations et si vous avez des douleurs en raison des inflammations, les médecins vont vous donner des médicaments. On mesure tout ceci pour lutter contre ces symptômes par le biais de médicaments ou par le biais de la thérapie occupationnelle, par exemple. Il est évident que cette liste que je vous ai montrée n'est pas une liste exhaustive de vos symptômes. Nous avons déjà dit que la sclérodermie a beaucoup de symptômes et nous savons qu'il y a beaucoup de symptômes qui ne sont pas compris dans cette liste. Il faut savoir ce que les symptômes représentent et ceci vous aidera à développer des stratégies qui ne provoque pas de l'anxiété par rapport à ce qui existera à l'avenir et pour qu'il ne touche pas, qu'il n'affecte pas votre vie quotidienne. Il y a certains symptômes que vous pouvez ressentir et que normalement dans la pratique clinique on n'en parle pas, c'est la fatigue et l'énergie. C'est quelque chose de très important en sclérodermie, mais on en parle très peu pendant la consultation. On parlera également des douleurs des mains et des doigts. Ce n'est pas quelque chose qu'on puisse mesurer par le biais d'un test.
Et nous verrons également certaines des stratégies, pourquoi vous sentez de la douleur. Les démangeaisons, étant donné qu'il s'agit d'une maladie de la peau, les taches rouges et les démangeaisons sont importantes. On parlera également de l'arthrite et des douleurs des articulations. Souvent, ce n'est pas l'inflammation qui provoque la douleur. Et on parlera également de problèmes respiratoires en raison de la fibrose pulmonaire, parce que les problèmes respiratoires sont quelque chose qui contribue à ce qu'il y ait un manque de qualité de vie. L'un des éléments importants pour faire partie de ce groupe de soutien, ce sont les symptômes. Nous voulons savoir si ces symptômes que nous ressentons font partie de la maladie, si cela fait partie de la maladie ou si c'est quelque chose d'anormal. L'une des stratégies pour soulager cette anxiété est d'avoir une liste de vérification des symptômes et de ce que ces symptômes représentent pour que vous sachiez ce qui peut être considéré comme grave et ce qui peut être traité chez vous. Les questions liées à l'énergie sont communes et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut avoir peu d'énergie qui peuvent être liées à la sclérodermie ou non. Et à moins que vous ayez un processus d'éliminer dans votre tête ces idées, en principe, cela est lié à la sclérodermie. L'une des choses que les médecins peuvent mesurer, ce sont les niveaux d'hémoglobine qui est responsable du transport de l'oxygène jusqu'aux différents tissus, notamment jusqu'au cerveau, où nous ressentons les niveaux d'énergie. Il y a deux raisons habituelles pour qu'il y ait un bas niveau d'hémoglobine. Ce sont les hémorragies au sein de l'estomac en raison des niveaux d'acide dus au reflux, mais une inflammation chronique parce qu'il y a une modification au niveau de l'absorption du fer dans l'estomac. D'autres maladies qui provoquent des inflammations chroniques, telles que l'arthrite rhumatoïde, peuvent poser le même problème, même si ce n'est pas au niveau de l'estomac. Un bas niveau d'hémoglobine, c'est quelque chose que le médecin peut mesurer dans sa clinique. Donc, lorsque vous dites à votre médecin que vous avez des problèmes d'énergie, c'est l'un des points que vous pouvez lui raconter. Vous pouvez lui demander, est-ce que vous pensez que j'ai peu d'énergie parce que j'ai de bas niveaux d'hémoglobine? Il pourra vous répondre, oui, en effet, votre niveau d'hémoglobine est très bas et donc vous pouvez le traiter. Si vous êtes atteint de fibrose pulmonaire ou d'hypertension pulmonaire, vous pouvez avoir de bas niveaux d'oxygène. Et si les organes sont atteints, jusqu'à un point où l'air n'est plus suffisant, le médecin peut prescrire de l'oxygène complémentaire et cela pourra améliorer ce manque d'air ou les niveaux d'énergie. Il y a certains éléments qu'ils n'arrivent pas à mesurer dans la clinique, c'est le niveau de la douleur, à moins que vous disiez à votre médecin, ma douleur est si forte qu'elle consomme ma vie. Je suis fatiguée parce que la douleur n'est pas contrôlée. Dans ce cas-là, même si le médecin n'arrive pas à mesurer le niveau de la douleur, il peut traiter ce problème. Il y a une chose qu'il faut savoir par rapport à la douleur, c'est qu'il y a différents types de douleurs. Il y a la douleur nerveuse, c'est comme s'il s'agissait de choc. Et ensuite, il y a la douleur qui n'advient pas de la partie nerveuse, mais à un manque d'oxygène ou à l'inflammation des muscles et des tendons. Donc, lorsque vous vous plaignez de douleur, il faut que vous expliquiez également de quel type de douleur il s'agit, parce que cela peut aider le médecin.
dormir mal ou des problèmes mentaux ne sont pas des symptômes faciles à mesurer. La fatigue peut être provoquée parce que vous dormez peu. Donc si vous avez une liste avec vos heures de sommeil, cela peut aider votre médecin ou les médecins de thérapie occupationnelle, parce que si vous avez des problèmes de sommeil qui est lié à la sclérodermie, vous pouvez consulter un spécialiste du sommeil qui pourra vous aider à améliorer vos niveaux de fatigue. La sclérodermie atteint beaucoup d'organes, notamment la peau et les articulations, et parfois les mouvements ne sont pas les plus faciles du point de vue mécanique. Parfois, si la main gauche est atteinte parce que la peau est trop rigide, trop dure, et si la main droite n'a pas ce problème, vous utiliserez davantage la main droite et vous sentirez une certaine plus de fatigue du côté droit. Donc, c'est pourquoi il faut savoir expliquer tout ceci au médecin. Avoir une liste de ce genre pourra vous aider à comprendre pourquoi cela arrive. On a parlé d'un niveau plus faible d'hémoglobine. Je vais vous parler rapidement de ce que le médecin peut essayer de trouver lors de la consultation. Normalement, ce n'est pas un problème de vie ou de mort, mais une petite hémorragie à l'estomac peut passer inaperçue et causer beaucoup de problèmes. La forme de mesurer, c'est faire une endoscopie, par exemple, qui va chercher des fissures ou des ulcères à l'estomac. L'image en haut nous montre l'œsophage et certaines fissures qui peuvent survenir lorsqu'on mange un aliment qui est trop grand. Il va étirer l'œsophage qui fait en sorte qu'il y ait des fissures. Parfois, vous pouvez ressentir une certaine douleur sur le torse seulement parce qu'il y a eu une petite hémorragie. Sur l'image en bas, on voit donc l'estomac pastèque qui est caractéristique de la sclérodermie. Ce sont des vaisseaux sanguins qui sont dilatés, et ces vaisseaux sanguins sont plus sensibles à de petites fissures, elles peuvent saigner. Ces vaisseaux sanguins sont plus grands, ils vont perdre un peu de sang très lentement, qu'on ne peut pas déceler dans la matière fécale, mais qui vont provoquer cette fatigue. Donc il faut prendre des antiacides pour qu'il n'y ait pas de brûlure à l'estomac. Et donc ceci peut être également une raison pour avoir de faibles niveaux d'hémoglobine. Maintenant parlons des douleurs des doigts. Les raisons peuvent être différenciées ou diverses. On peut avoir le phénomène de Raynaud. Si ce phénomène est très grave, il peut causer des ulcères sur les pointes des doigts, sur le bout des doigts, pardon, et la peau peut devenir si rigide qu'elle va provoquer de la douleur. Tout le monde connaît bien cette image où le bout du doigt est blanc, donc c'est le phénomène de Raynaud, et cela arrive en raison de ce que l'on voit sur l'image du côté gauche en bas. La photo du côté gauche, nous avons un vaisseau sanguin où le sang passe normalement, mais à côté, nous voyons que le vaisseau sanguin est très étroit, il a peu d'espace pour que le sang passe et transporte l'oxygène. Et c'est pourquoi cela provoque le phénomène de Raynaud. Donc, si vous êtes dans un environnement qui est plus froid, les vaisseaux sanguins vont subir une contraction et donc il y a encore moins d'espace pour que le sang passe.
Le traitement par rapport au phénomène de Raynaud se fait par des médicaments, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire sans médicaments pour diminuer la fréquence et la gravité. Tout le monde a déjà entendu dire qu'il faut éviter les environnements plus froids. C'est pourquoi je suis très content que cette salle soit bien chaude. Mais le fait de mettre des gants ne résout pas toujours le problème. Si vous vous trouvez dehors et que si votre température du corps est froide, le fait de mettre des gants ne va rien faire. Parce qu'à l'intérieur, vous êtes froid. Et donc, le corps va s'obliger à faire une contraction des vaisseaux sanguins. Et donc, si vous avez le phénomène de Raynaud et si vous pensez que c'est dû à la température ambiance, vous pouvez mettre les gants, mais il faut que la température de votre corps soit également plus chaude. Vous devez abandonner le tabac et vous aurez plusieurs avantages. Il n'y a aucune étude qui puisse le prouver, mais ça fait un certain sens, c'est logique. Si vous avez des vaisseaux sanguins qui sont étroits, le fait de fumer ne va que l'aggraver. Certains d'entre vous prennent peut-être des médicaments pour détendre ces vaisseaux sanguins lorsqu'ils sont très étroits. Ce que l'on peut, c'est essayer de les détendre, de les relaxer pour qu'ils s'élargissent et les bloquants de calcium sont normalement ceux de type de première ligne. Si ces bloquants ne fonctionnent pas, il y a d'autres choix. Le médecin peut prescrire ces médicaments comme un médicament seulement lorsque vous avez les symptômes. Donc, vous prenez ces bloquants lorsque vous sentez que vous avez le symptôme du phénomène de Raynaud, mais parfois les vaisseaux sanguins font en sorte que vous deviez prendre ces bloquants tous les jours. Donc il faut en parler avec votre médecin et savoir s'il faut toujours prendre ce médicament pour éviter ces symptômes ou si vous devez seulement le prendre si nécessaire. Donc il faut adapter le traitement à votre situation. Les autres options, lorsque les ulcères sont très graves, vous avez des crèmes qui peuvent être utilisées sur le bout des doigts, des nitrates topiques ou par voie orale. C'est à nouveau quelque chose qui doit être répété. Il y a certains médicaments qui ont des effets secondaires. Il y a certains bloquants qui peuvent provoquer des nausées. Et donc, il faut toujours comparer les avantages et les désavantages. Donc, la réponse au traitement n'est pas toujours la même avec le même médicament. Donc, le but est de personnaliser le traitement. Donc, si vous constatez que les choses fonctionnent bien seulement que si vous prenez le médicament si nécessaire, alors il faut le faire seulement en SOS. Mais si vous vous sentez mieux si vous le prenez tous les jours, alors il faudra le prendre tous les jours. Le but en ce qui concerne le phénomène de Raynaud, c'est de réduire de 30% les crises. Il y a certaines choses qui ont été étudiées et que nous savons qui ne fonctionnent pas en ce qui concerne cette thérapeutique. Nous savons que la sympathectomie ne fonctionne pas. C'était quelque chose qui était assez commun. Si quelqu'un vous le recommande, dites que vous ne le voulez pas. Les injections de Botox ne sont pas encore pacifiques. Donc, il y a des évidences plus récentes qui disent que peut-être que ces injections pourront être utiles en matière de phénomène de Raynaud.
Si on vous demande de l'essayer, peut-être que vous devrez le faire. Les stéroïdes ne fonctionnent pas et ont des effets secondaires très graves. Donc, pour le traitement du phénomène de Raynaud, vous ne devez pas prendre de stéroïdes. Des médicaments anticoagulants, parfois ça paraît évident, mais malheureusement, ils n'aident pas par rapport au phénomène de Raynaud. Et la même chose en ce qui concerne des médicaments tels que l'aspirine. Il y a certaines thérapies complémentaires qui n'utilisent pas les médicaments. Celles qui ont plus d'évidence, ce sont les thérapies les thérapies au laser ou avec des gants, mais ils ne sont pas aussi fiables que les études avec des médicaments. Des traitements tels que l'acupuncture, le régime avec des acides gras ont été étudiés, mais il s'agit d'études négatives. Donc, ce ne serait pas mon premier choix. Si vous les avez essayés, si vous pensez que cela a eu un bon résultat, si cela fonctionne, très bien, utilisez-le. Mais en termes de littérature, cela n'a pas encore été prouvé qu'il soit très bon. La raison pour laquelle nous parlons tellement du phénomène de Raynaud, c'est parce que les complications peuvent être en effet très graves, parce qu'il s'agit d'un problème de circulation où la circulation sur le bout des doigts n'est pas suffisante. Cela va provoquer des ulcères qui peuvent mener à des infections ultérieures. Donc, il est plus facile de faire la prévention de ces problèmes. Lorsqu'un malade est atteint du phénomène de Raynaud, il faut le traiter rapidement pour qu'il n'y ait pas d'autres complications. On peut passer à la question du prurit, parce que c'est une question multifactorielle et la raison pour laquelle nous sentons la démangeaison, c'est parce qu'il s'agit d'une affection de la peau et la libération d'histamine qui nous donne cette impression de démangeaison. Comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de cellules impliquées ici et qui libèrent cette histamine et donc on doit prendre des antihistaminiques lorsque la démangeaison est presque insupportable. Et ce prurit ou cette démangeaison est lié également à la peau qui est en train d'être étirée et qui devient plus épaisse. Donc, ainsi, cela n'est pas lié à l'inflammation. Ça peut être un autre problème associé, par exemple, à une insuffisance du foie qui peut faire en sorte que la bilirubine en excès dans notre peau peut provoquer la démangeaison et donc ne pas être provoquée par la sclérodermie. D'autres choses que l'on peut faire, en plus d'utiliser des antihistaminiques de vente libre, on peut utiliser des crèmes hydratantes, laver le moins possible les mains avec des détergents et des savons agressifs. Ça peut être très utile pour que la peau ne soit pas aussi sèche. Très souvent, mettre les mains dans de l'eau tiède, c'est également important. Et s'il y a beaucoup d'inflammation, les médecins peuvent prescrire des médicaments avec des bases stéroïdes. D'autre part, on a également la question de l'arthrite. L'arthrite peut souvent faire partie de la vie des malades souffrant de sclérodermie et il y a plusieurs points au niveau de l'arthrite. D'une certaine façon, le traitement est semblable à d'autres maladies inflammatoires comme l'arthrite rhumatoïde et on peut utiliser les mêmes médicaments que l'on utilise pour cette maladie. Les thérapeutiques de première ligne, disons, incluent
méthotrexate qui peut être utilisé par voie orale ou sous-cutanée. Ce sont des formes assez efficaces et donc le malade ne doit choisir que le système qui lui ira le mieux. Également des injections, on peut également préconiser des stéroïdes et il faut évaluer la réaction du malade. On peut également utiliser les mêmes médicaments, comme je l'ai déjà mentionné, qu'on utilise pour l'arthrite rhumatoïde, mais il s'agit uniquement de médicaments de résultats rapides, disons, et non pas qui durent dans le temps. Donc, les médecins pourront de toute façon vous conseiller le mieux, spécifiquement chaque malade, sur ce qui fonctionnera le mieux à chaque cas spécifique. Il y a d'autres problèmes au niveau fonctionnel et au niveau des articulations et au niveau de la sclérodermie, les manifestations sont semblables une fois de plus à ce qui se passe au niveau de l'arthrite rhumatoïde ou d'autres types de maladies semblables. Néanmoins, au niveau des malades atteints de sclérodermie, il peut y avoir d'autres conditions comme l'épaississement de la peau en termes d'arthrite. On peut faire un certain genre de kinésithérapie, surtout la kiné qui implique les mains, les mouvements, d'étirer et de plier les mains, qui améliore la flexibilité des doigts et qui améliore la fonctionnalité de la main, la fonction de la main et des articulations. Donc c'est quelque chose que les malades devraient faire quotidiennement. Je sais que j'ai déjà dépassé le temps qui m'était attribué, mais je vais vous parler des difficultés respiratoires. La liste que vous pouvez voir ici est assez courte et il est important, ce sont des symptômes importants. Les difficultés respiratoires peuvent être dues à des problèmes au niveau pulmonaire et des artères pulmonaires, parce que notre cage thoracique, la cage thoracique des malades n'arrive pas à se dilater autant en raison des parois pulmonaires et de la peau dans les différentes zones du corps. Mais ça peut être dû également à beaucoup d'autres cas ou d'autres conditions. Si une personne ne fait pas attention de façon à être active, son état se détériore plus vite et donc elle aura d'autres symptômes. Donc en termes de soins de routine, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit toujours accompagner la question des maladies pulmonaires parce qu'elles sont la principale cause de décès au niveau des malades atteints de sclérodermie. Donc il faut toujours faire des échocardiogrammes et un suivi des possibilités d'hypertension pulmonaire. Quelques choses que vous pouvez faire tout seul, en plus des soins de l'équipe médicale. L'une des meilleures choses, c'est de faire de l'exercice physique en termes de maladies pulmonaires. Il y a des symptômes semblables, par exemple, dans d'autres maladies. Et donc, le sport, c'est important au niveau émotionnel également et physique parce que ça améliore la qualité de vie et cela réduit les nécessités d'hospitalisation. Ici, on peut voir les données d'une étude qui incluait des patients qui faisaient de l'exercice physique régulier et et à long terme, cela va avoir un effet très positif sur la qualité de vie des malades. On doit terminer, dit la modératrice.
Les problèmes rénaux ne sont pas aussi significatifs actuellement comme ça l'était dans le passé. Il est important de mesurer régulièrement la tension artérielle pour vérifier si la tension est élevée. Je pense que ce qui est important, c'est que mon message et le message que je veux vous laisser, c'est que l'on doit bien comprendre nos symptômes. Chaque maladie doit se connaître à lui-même et savoir ce qu'il peut traiter à la maison pourquoi il a besoin de soins médicaux et comment il peut améliorer sa qualité de vie. So these sections are now open. Donc nous avons maintenant un temps de questions et réponses. Y a-t-il des questions? J'aimerais vous demander la question dont vous avez parlé de l'injection de Botox pour le syndrome de Raynaud. La question est liée aux injections de Botox pour le syndrome de Raynaud. En termes d'injection de Botox, le taux d'évidence, comme je vous l'ai indiqué, est controverse. La plus grande évidence nous dit qu'il y a un effet sur le phénomène de Raynaud et que le médecin, le rhumatologue qui a une formation à ce niveau-là peut appliquer des injections dans la pointe des doigts pour relaxer la pointe des doigts et cela peut durer quelques semaines, peut avoir un effet sur quelques semaines. Monsieur corrige, c'est pas dans la pointe des doigts, mais à la base du doigt, en fait. Parfois, entre les doigts également, dans la zone interdigitale, l'injection est faite au niveau des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins sont relaxés à la base pour que tous les vaisseaux puissent s'élargir et avoir l'effet souhaité dans la pointe du doigt. Y a-t-il d'autres questions? Madame dit qu'elle ne sait pas parler anglais. Est-ce qu'on peut avoir des phénomènes de Raynaud, pas seulement au niveau des doigts, mais également dans les organes, au niveau des organes? Raynaud, c'est une excellente question d'ailleurs. Je dirais que le phénomène Raynaud est un problème au niveau des vaisseaux sanguins. Donc les vaisseaux sanguins deviennent plus étroits et donc c'est un problème qui peut se manifester dans n'importe quelle partie du corps, dans n'importe quel organe. C'est en effet on pense qu'au niveau de la sclérodermie, c'est la cause peut se manifester de cette façon. On peut avoir des problèmes au niveau des différents organes, comme par exemple au niveau des reins. Et beaucoup d'autres organes peuvent être touchés. On ne sait pas s'il y a une cause directe qui donne lieu à l'hypertension pulmonaire, mais on sait clairement que l'hypertension pulmonaire est un problème des vaisseaux sanguins. Et donc, les médicaments que l'on prend pour ce problème dilatent les vaisseaux. Et au Michigan, aux États-Unis, on a publié quelques articles sur les maladies pulmonaires parce que au niveau des malades atteints de sclérodermie, cela a des risques au niveau du cœur, des maladies du cœur. Certains médecins
commencent à se préoccuper avec cela et ils cherchent des évidences et des études. Donc si vous avez des préoccupations à ce sujet, en effet, voyez quels sont les symptômes et parlez à votre médecin puisque la question des vaisseaux sanguins peut être mesurée par des examens physiques. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il une certaine... Est-ce qu'on peut démontrer qu'il s'agisse de rénaux dans d'autres organes? Est-ce qu'il y a des preuves, il y a des choses qui nous prouvent que... Est-ce qu'on peut mesurer et vérifier s'il existe le phénomène de rénaux dans les organes? Je dirais que ce nom rénaux est spécifique de ce qui se passe au niveau des doigts. Les spasmes obtenus peuvent avoir lieu dans n'importe quel vaisseau, mais le phénomène de réseau est un terme très spécifique pour ce qui se passe au niveau des mains et des doigts de pied. Néanmoins, la manifestation est au niveau des vaisseaux et peut toucher tous les vaisseaux ou seulement certains, et ça peut être la base de certains des problèmes que l'on vérifie au niveau des organes. Donc si vous pensez que les symptômes que vous avez adviennent de ce problème, un médecin peut faire des tests, des examens cardiaques, il peut faire un examen au rein et faire des tests spécifiques pour vérifier s'il y a des symptômes qui sont en rapport avec les vaisseaux sanguins dans ces organes et pouvoir adapter la thérapie. Donc on va clore ce panel. On remercie à tous les intervenants et à tous les malades. Et je remercie FESCA et au niveau de l'organisation de ce congrès. Je passe la parole à Anne Kennedy qui va partager une information avec vous. La dernière partie de votre programme, c'est une session avec Madame Leslie Ann Sexketou. Elle n'a pas pu venir en raison de la maladie d'une personne de sa famille, mais elle a envoyé une vidéo avec la voix et l'objectif c'est de relaxer à la fin de la journée. Donc on va remercier les intervenants et les personnes qui ne veulent pas assister peuvent sortir et je vais donc vous montrer la vidéo que Madame Saketkou nous a envoyée. Ça s'appelle Force mentale et physique avec quelques exercices de méditation pour pouvoir sortir d'ici avec quelques apprentissages plus solides, mais également pour relaxer. C'est la vidéo à environ 10 minutes. Les interprètes ne pourront pas traduire la vidéo parce que les interprètes n'ont pas eu le texte. Madame mentionne. On our ability to focus upon ourselves and to find the value and the power in focusing on ourselves, because when we do such a thing, then we are able to really optimize our well-being and therefore be more available to others. And I think that's probably everyone in this room's greatest concern, being available for others. So, all of what I'm going to talk about today is
focused on allowing your attention to fall upon yourself and assess your needs. And this requires a component of mindfulness and listening to oneself. And through this mindfulness, we develop a stronger and deeper acquaintanceship with our ability to focus and our ability to be in touch and be our best selves, and that includes making good decisions. So I'd just like everyone to take a quick moment just to feel this for a few seconds and allow your body to relax. Uncross your legs, uncross your arms, and allow your eyes to soften and allow your hands just to rest gently on your belly. And allow yourself to notice the changing sensations in your body that comes with the inflowing breath and the changes with the outflowing breath. These changes can be like a little bit of pressure in your belly, or an expansion in the back, or a little bit of pressure on your bottom as you breathe in and less so when you breathe out, or like a massage, or even the sensation of the breath tickling the tip of the nose. But whatever this is, it allows us to relax our focus onto ourself and come back into our body. And this is a technique in itself, but this technique is what's going to allow us to make good choices for ourselves and remain both physically and mentally in a place where we handle stress much better, and we maintain a life balance, and therefore can handle our symptoms better physically as well as mentally. The three components of choices that we have in the day in regard to directly to our health are the choices and the organization we apply to eating, to sleeping, and to moving. And these are interconnected with each other. And interestingly, each of these important elements, sleep, nutrition, and exercise, are related to inflammation. We know inflammation, for example, is increased when we have poor sleep, and the hormonal effects of inflammation on the brain and body cause fatigue. And we can reduce inflammation with healthy types of movement and exercise, and perhaps even food choices. And we know that inflammation has a direct effect on our muscles and bones. Sleep and scleroderma, we know, is very important. There are a few but powerful studies, but all are demonstrating that there is poor sleep quality in people living with scleroderma, and this may be in relationship to breathing or GI symptoms, or the anxiety about living with the uncertainty of a chronic illness, perhaps influenced by depression, pain that's experienced. And oftentimes in scleroderma, patients have itching, which may be exacerbated at night. And also restless leg syndrome is recognized in systemic sclerosis. So improving the quality of our sleep brings with it tremendous benefits. It improves globally our quality of life, allows us to think and make good decisions during the day, and helps us to feel good inside of ourselves, decreases pain. And many don't realize, but having good sleep actually improves the pain threshold and decreases inflammation, as well as helps us stave off depression and anxiety and help cope with it much better, and generally increases happiness. The Epworth Sleepiness Scale is a way of assessing how well or not we might be sleeping. You can find the link for this on the handout, and if you find that you are having difficulties with sleep based on this, it's a wise idea to discuss this with your physician. In addition to finding strategies to manage the symptoms of systemic sclerosis that might be interfering with sleep, such as GI symptoms, depression, pain,
anxiety and itching and restless leg syndrome that we talked about, I'd like to highlight a very important area of investigation if somebody does have poor sleep quality, and that is the potential presence of a sleep disorder, namely obstructive sleep apnea. I request that all my patients fill out this questionnaire called the Stop Bang Questionnaire. The link is available on the handout, and this is available in several languages. This questionnaire assesses one's risk for sleep disorders such as obstructive sleep apnea, which, if recognized, can be treated and have a direct effect on someone's health. An important component of how well we sleep is how we're managing and organizing our sleep, and this is known as sleep hygiene. And according to the American Academy of Sleep, it's one of the single most important things that you can be doing, and that's paying attention to yourself. And when you do that before you go to sleep, you increase your melatonin, which is important to sleep. This is that special unwind time, the routine that lasts about half an hour before you go to sleep, that your brain recognizes when you're going through these motions and starts to prepare you to open yourself up to allow a deep restorative sleep. Other aspects of sleep hygiene includes having a healthy movement regimen, as we'll talk about shortly. There are medications that can make sleep better and make sleep worse. Look at the handout and go through some of your medications with your doctor. Caffeine, learn to recognize it because it can creep up on you, and try not to have it if you're having sleep problems after noon. And very importantly, we try to get folks to recognize that technology, especially 60 minutes before bed, can really interfere with one's sleep. The blue light from the electronics actually causes a decrease in the hormone melatonin, which is necessary for sleep. And we try to get folks to avoid video gaming, texting, and blogging, and to get folks to turn their phones off before they go to sleep. Nutrition is another essential element that is necessary for mind-body strength, and referenced in the handout that you will receive. The last important topic that I would like to talk about, which is essential to one's health and mind-body strength, is moving, and to remember that every little bit that you do is beautiful and is healthful, even standing up, even walking over to the water fountain at work, for example. Trying to find any reason to move. Any movement that we do for ourselves is healthful, but a regimen, like medicine, a regimen of movement introduced into your daily routine of 15, 20 minutes, maybe building up to half an hour, 5 days a week, is best. And we know this has a great impact on our brain's ability to function, our ability to work, our perception of pain, improving our sleep, and the reduction of fatigue. And we can say unequivocally that movement is medicine. Movement is medicine. When we move, our body produces chemicals and molecules that are similar to those in medicines that we take to lower blood sugar, cholesterol, blood pressure, inflammation, to reduce pain, to reduce anxiety and depression. One of the most essential things about moving for health is that movement should be pleasurable. Movement should feel good in the muscles. It should feel good in the skin. It should feel like maybe a massage, a gentle massage, or just something lovely. And these are sensations that you can focus on and connect with even when you're walking to your car, for example, or when you happen to be doing the dishes or vacuuming. But connecting with the pleasure of a movement and allowing movement to have pleasure also protects against injury and pain. The last slide I'd like to leave you with is the remembrance that every little bit you do in movement is beautiful
and is healthful.